Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. J'en parlais à l'instant. Un mot pour débuter sur cette crise sanitaire. La 5e vague est là. Et pourtant, Jean-Luc Mélenchon le dit, l'a répété hier, s'il était président, eh bien, il abrogerait le pass sanitaire. Est-ce que c'est pas un petit peu à contre-courant ? Non, d'abord, une première constatation, on parle de 5e vague et pourtant il y a un pass sanitaire. Donc ça veut dire que le pass sanitaire ne fait pas tout. Mais ce serait peut-être pire. Regardez ce qui se passe dans les pays, notamment d'Europe de l'Est. Au niveau des libertés et des contrôles d'une société vis-à-vis de ses citoyens, non, ça peut pas être pire. Et le problème aussi avec le pass sanitaire qui nous inquiète, c'est que tout le monde sait aujourd'hui que le vaccin est important. Moi, je suis vacciné, je suis pour le vaccin, qu'il protège des formes les plus graves, il atténue la transmission, mais il ne l'arrête pas. Et que, je sais pas vous, mais quand on a un pass sanitaire, en général, on fait un peu moins attention, on est un peu moins protégé. Donc c'est une fausse sécurité. On ferait mieux. Mais c'est aussi une manière d'inciter à la vaccination, de dire, écoutez, le restaurant, ça sera plus compliqué si vous n'avez pas la vaccination. Oui, mais ça, je suis pas d'accord avec une société qui, au bout d'un moment, le virus va s'installer. On le voit bien. On parle de 5e vague, il y en aura peut-être d'autres. Et donc, au nom de ça, on peut pas faire une société de discrimination. Il faut toujours convaincre. Et par contre, il faut rétablir des mesures qui ont été annulées par le gouvernement de manière stupide. Par exemple, le fait de rendre les tests payants. Ça, c'est quelque chose aussi, c'est quand même les tests de convenance. Non, mais les tests de convenance ou pas. Supprimer ces tests de convenance, c'est quand même une manière d'inciter aussi à la vaccination. Si au nom de supprimer ce que vous appelez les tests de convenance, on développe la maladie parce que moins de gens sauront s'ils sont malades ou pas, excusez-moi, je ne crois pas que ça soit très productif vis-à-vis du vaccin. Et puis la deuxième chose, c'est d'arrêter de fermer les lits d'hôpitaux. Parce que si cette maladie, à un moment donné, devient très grave, c'est parce que les hôpitaux sont submergés, bondés. Et donc, vous savez que l'an dernier, en pleine crise, on a quand même fermé encore 5900 lits d'hôpitaux. 20% des lits sont, d'après le professeur Delfrécy, fermés parce qu'il manque de soignants. Donc, il faut remettre le paquet sur l'hôpital. Ça n'a pas été fait depuis des années, contrairement à ce que dit le gouvernement. Et déjà, arrêter de fermer les lits. Je vous assure que permettre que les tests soient à nouveau payants, organiser une société de la rotation qui fasse qu'on ne soit pas toujours tous en même temps au même endroit, plus mettre le paquet sur l'hôpital, ça sera largement aussi efficace que le pass sanitaire. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon présente son programme présidentiel pour lutter contre la pauvreté, notamment celle des jeunes. Une mesure... Tous les étudiants percevront une allocation de l'ordre de 1 000 €. Est-ce que c'est pas un petit peu l'idée du contrat d'engagement mis en place récemment par Emmanuel Macron ? Le contrat d'engagement, c'est même pas 500 € et ça recycle en plus Emmanuel Macron, au départ, avait cette ambition-là. Oui, il avait parlé de revenu d'engagement et comme d'habitude, il y a une grosse différence entre les promesses et les actes. Et finalement, on arrive à un contrat d'engagement de 500 € maximum pour 400 000 jeunes avec beaucoup de conditions. Donc on voit bien que c'est pas ça qui réglera le problème. C'est pour tout le monde ? Oui, pourquoi ? Parce que notre programme, ça s'appelle l'avenir en commun. Et l'avenir en commun, ça commence par le fait que la jeunesse ne soit pas égale à précarité, ne soit pas égale à pauvreté, ne soit pas égale à chômage. Et aujourd'hui, c'est beaucoup trop le cas. Donc on propose 3 mesures, vous l'avez dit, le RSA jeune, en dessous de 1 063 €, c'est le seuil de pauvreté. Cette garantie pour les étudiants et les lycéens. Est-ce qu'il y a des devoirs ? Parce qu'on voit que là, effectivement... Se former et suivre ses études. D'accord, c'est ça, une formation. Oui, mais là, on parle des jeunes en formation qui sont indépendants fiscalement de leurs parents. On parle aussi de la création de 300 000 emplois jeunes. On l'a budgété, c'est 15 milliards d'euros. Et on a aussi budgété les recettes. Par exemple, rétablir un ISF progressif, en finir avec la flat tax, 14 tranches d'impôts. En tout et pour tout, on estime qu'on pourrait très facilement regagner 120 milliards d'euros. Vous voyez, il y a de quoi le payer. Et au moins, ça redonnerait un avenir à la jeunesse qui aujourd'hui a été, j'allais dire, peut-être la principale victime des années Macron. Lundi soir, devant des étudiants, Jean-Luc Mélenchon a proposé d'inscrire l'autodétermination du genre dans la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est à vous de déterminer quel genre vous appartenez. Vous savez que c'est quelque chose qui... nous sommes pour... Mais est-ce qu'il y a besoin... Je précise ma question. Est-ce qu'il y a besoin de l'inscrire dans la Constitution ? Parce que, dans les faits, ce droit, il existe déjà. Enfin, il n'est pas nécessaire d'avoir suivi un traitement médical ou d'avoir été opéré. La personne doit démontrer que le sexe indiqué sur son état civil ne correspond pas à celui de sa vie sociale. Pourquoi inscrire dans la Constitution un droit qui, dans les faits, existe déjà ? Parce qu'à un moment donné, cela donne encore plus de poids à ce droit. Je vous ferai remarquer qu'il y a des droits qui existent dans la loi et qui sont heureusement inscrits dans la Constitution. Par exemple, de lutter contre les formes de racisme, de lutter pour une égalité homme-femme, d'avoir le droit au travail aussi, même si malheureusement, c'est quelque chose qui est peu appliqué. Donc le fait de l'inscrire dans la Constitution lui donne évidemment quelque chose
plus fort que les lois, auxquelles les lois doivent se référer. Et je crois que c'est un signe d'émancipation et un signe aussi de libre arbitre. Nous pensons beaucoup à la question de libre arbitre. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on s'inscrit également dans le fait d'avoir le droit de mettre fin à sa vie si on le décide. Et c'est ce type de mesure qui me semble aussi importante. Le pronom neutre Yel fait aussi sa rentrée dans le petit Robert. Yel, c'est la contraction de il et de elle pour désigner une personne, quel que soit son genre. Alors pour certains, ça n'a pas de sens, et pour d'autres, au contraire, c'est une avancée. J'imagine que vous faites partie des seconds, de la seconde catégorie. J'ai vu que le pass sanitaire rentrait aussi dans le petit Robert. Vous voyez, il y a des termes. Oui, bien sûr. Même si ça ne regarde finalement qu'une minorité de personnes. Mais vous remarquerez que dans le petit Robert, il y a beaucoup de choses qui ne regardent qu'une minorité de personnes. Mais par contre, il est évidemment important que dans la langue française, ça soit inscrit de manière aussi forte. Et c'est la raison pour laquelle je suis d'accord. Dans les sondages, on va revenir à la campagne de Jean-Luc Mélenchon, ça décolle toujours pas. Il est toujours aux alentours de 9%. Pourquoi est-ce que la dynamique, elle n'est pas là ? Non, enfin, bon, on va pas pinailler sur 8, 9, Moi, je vois 10. plutôt des sondages. Les sondages classiques nous mettent à 2 chiffres, nous mettent largement en tête de la gauche. Et la dynamique, moi, je la sens, je la vois notamment dans les circonscriptions populaires où nous avons beaucoup d'élus. Il y a, j'allais dire, encore une marge de progression, c'est sûr. Mais enfin, déjà, nous, on est à peu près installés là où on était il y a 5 ans avant 2017, et je vous fais remarquer que Jean-Luc Mélenchon, et je pense que c'est largement dans nos capacités à terminer à plus de 19%. Plus de 19%, tel que se prépare l'élection présidentielle, c'est le contour automatique et assuré. Donc moi je trouve que par rapport à il y a 5 ans, on est plutôt bien placé. Notre campagne se développe, vous l'avez dit, on a un programme. Tout le monde n'a pas un programme, on a une stratégie, on a un candidat, donc chacun s'accorde de dire qu'il porte bien tout ça, il peut être le président de la République. Moi, j'ai bon espoir. Donc vous y croyez encore, toujours, plus que jamais. Un petit dernier mot sur une initiative qui fait un petit peu parler, c'est la primaire populaire. Vous savez, c'est ce mouvement qui veut rassembler la gauche autour d'un candidat unique. Il demande à tous les candidats de la gauche de se déterminer d'ici la mi-décembre pour un vote éventuellement en février. Qu'est-ce que va répondre Jean-Luc Mélenchon ? Nous, ce que nous répondons depuis le départ, c'est que la question de la gauche, c'est pas un problème de personne, c'est un problème de programme. Voilà. Nous avons notre programme. Je constate que les autres candidats de gauche, notamment, je pense par exemple à Madame Hidalgo, sur des points fondamentaux qui nous empêcheraient pour l'instant, en tout cas, de gouverner ensemble, à moins que il y a une justification faite d'avoir plusieurs candidats. Donc ça, c'est si les sondages sont les mêmes au mois de janvier. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, c'est jusqu'au bout. Vous conviendrez que ça sera peut-être à ceux qui sont derrière de se déterminer par rapport à un candidat qui est en capacité d'aller au deuxième tour. Mais il faudra d'abord se déterminer par rapport à un programme. Peut-être pas toutes les mesures, mais en tout cas, par exemple, qu'est-ce qu'on fait sur les traités européens ? Parce qu'aujourd'hui, M. Jadot avance des choses intéressantes, notamment sur le protectionnisme, mais par contre, ça bute sur les capacités de le faire. Mais ça avance, c'est plutôt bon signe. Bon, donc pour l'instant, non à cette primaire populaire, on verra plus tard. Je signale... On discute avec eux. On discute, c'est très bien. Je signale la sortie de votre livre récemment, qui s'appelle « Lâchez-nous la dette », c'est aux éditions L'Atelier. Si je résume, c'est annuler la dette Covid notamment, en tout cas vous parlez beaucoup de la dette en général. Voilà, c'est une passe à l'avenir de la dette Covid qui a été créée pendant le Covid et qui a la particularité d'être détenue par la Banque centrale française, donc c'est assez simple à le faire, et puis plus globalement de définanciariser la dette et de sortir de ce chantage à la dette. Il y a une bonne dette et une mauvaise dette. Par exemple, construire des hôpitaux, c'est une bonne dette. Et je pense qu'il faut... la dette est politique et nous sert beaucoup à détruire les services publics, à imposer des réformes comme la retraite, etc. Il faut arrêter avec ça. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Éric Coquerel.